Je suis à côté de Dragan Dragic. Bonjour. Bonjour. Artiste peintre de renommée internationale, j'ai envie de dire. Vous êtes à Vaison-la-Romaine pour une exposition autour de vos œuvres qui aura lieu qui a lieu jusqu'au 6 avril. Et vous avez choisi, l'on peut deviner, un thème assez figuratif de la région, le Mont Ventoux. Je choisis parce que j'ai habité 40 ans au pied du Mont Ventoux, dans un petit village à Valais-Toulorenc. Mais on peut trouver aussi d'autres montagnes. C'est pas spécialement Mont Ventoux. La montagne, d'abord, c'est quand même mystérieux. C'est quelque chose on a envie de toujours monter. On a toujours envie de grimper pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est fascinant. Et moi, je suis un peu hanté aussi par le Ventoux. Habitant 40 ans au pied du Mont Ventoux, c'est un peu plus que mariage entre moi et lui. Alors, Mais pourquoi vous êtes hanté par cette montagne parce que, enneigée et rocailleuse? non, parce qu'on ne peut pas la mettre sur une toile. C'est trop grand pour la mettre dans la boîte, pour la mettre sur une toile, 1 mètre sur 1 mètre, c'est maigre. Donc on essaie toujours de chercher comment donner cette espèce d'impression que lui, en nature, il est impressionnant avant tout. C'est vrai, moi je suis amoureux de Ventoux. C'est d'abord montagne magique. Bon, le mot on a employé assez souvent. Mais il y a un mystère, il est jamais facile parce que il provoque, provoque du froid, provoque du chaud, il provoque un changement de température assez rapide. Moi c'est vrai qui a vécu 40 ans, je l'ai vu à toutes les facettes. J'ai vu le Ventoux, mais vraiment beauté exceptionnelle. Que les gens, en passant en voiture, par exemple, je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand je reviens de Vaison, pour rentrer chez moi, je fais toujours un petit arrêt, un certain petit coin comme ça, et je regarde, et c'est jamais assez de le regarder. Incroyable. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez eu envie de l'étaler sur une toile pour peut-être arrêter le temps et ce que vous voyez. Et puis après, c'est vrai que c'est libre à l'imagination de chacun par rapport à ce que vous transcrivez. Alors, pour vrai dire, quand j'étais au pied du Mont Ventoux, quand j'habitais, je ne le peignais pas. C'est assez curieux. Là, j'ai déménagé, je suis parti 2 ans dans une autre région. Et je ne sais pas si c'est une espèce de manque qui m'a hanté, qui m'a, je pense, plus souvent, c'est un fiançailles avec. Donc, quand je suis dans mon atelier, moi, j'ai jamais été travailler dehors. Hein. Je ne travaille pas dehors. Je travaille que dans l'atelier. Ça fait X milliers de tableaux que je produis toujours dans l'atelier. Parce que peur d'être influencé, la peur de ne pas être à la hauteur, de transmettre ce que je vois. Donc, c'est plus facile d'être dans un atelier. C'est plus commode. Vous êtes à l'abri des atmosphères et de l'échec. On est à l'abri d'échecs, de lui rendre sa vérité. Hein. C'est vrai que le peintre, il n'a pas quand même toutes les possibilités. Il est limité aussi. Hein, la nature, vraiment donner exactement la nature comme elle est, bon, c'est comme écrire. On met des mots, nous on met
on met les couleurs. Le gars qui écrit, il essaye de maximum donner l'ambiance que transmettre, qu'on puisse le comprendre. Et moi, c'est de peindre pour qu'on puisse le comprendre. Alors pardonnez-moi, mais c'est vrai que quand on regarde les toiles, on voit beaucoup de noir. Pourquoi vous avez eu envie de le transcrire avec cette couleur sombre pour transmettre au regard? Pour moi, c'est pas sombre. Euh, Mais encore. non, c'est pour ressortir mieux le certain blanc qui jaillit dans l'ambiance. Et je pense que je pense que la couleur est tellement flatteuse, des jaunes, des colorés, parce qu'on est en Provence, on a quand même pas on jure par des jaunes, des rouges, des bleus, des machins, des trucs, et je crois que on reste très artificiel. Est-ce que justement c'est pour donner un effet euh, contraste et complètement paradoxal et permettre par rapport à cette couleur sombre justement de pouvoir le mettre en valeur plus fortement que si c'était voilà, le souligner plus effectivement que si c'était voilà, le ciel bleu, le blanc sur la cime. Cette montagne en face, comme ça, on a envie de monter, c'est tellement fort, c'est tellement... On oublie que c'est noir. Je crois que si c'était coloré, on n'en serait pas plus heureux. On n'aurait pas plus évoqué cette ambiance. Ce serait trop commun. Ça serait, je ne veux pas critiquer ceux qui font colorer, mais non, j'essaye de rester quand même. Mais après, à chacun son regard et à chacun sa perception. Non, mais c'est vrai, j'ai un sentiment qui m'appartient, hein, et je dis à moi, pour une certaine critique, mais moi presque quand je regarde, je disais quand je m'arrête au bord de la route et je le regarde, d'ailleurs pas plus loin qu'avant-hier, je me suis arrêté, je dis c'est extraordinaire. Et pourtant il faisait mauvais temps, il y a 2 jours il faisait mauvais temps. Et je trouvais ça magique et impressionnant, c'est beau, c'est merveilleux, on a envie d'y être à la fois et on a peur. C'est ça qui est beau. Vous êtes plus attiré par cette montagne de Provence que par rapport à d'autres choses, notamment la féminité. Souvent, on voit les artistes peintres peindre des femmes, voilà, tout ce qui est humain, la nature morte. Voilà, non, mais est-ce que, voilà, c'est vrai que c'est très, quand même, très significateur, cette perception-là. C'est vrai que je travaille par un thème. Ça veut dire quand ça me prend, il y a 2 ans, je fais une exposition énorme sur le Vercors. Tout bêtement, je me suis trouvé invité par Festival Berlioz à la Côte-Saint-André. Ils m'ont dit, Dragan, on aimerait bien, tu nous fais le Vercors. Tu essayes de transmettre un petit peu l'ambiance du Vercors. Et ça m'a quand même touché d'abord cette demande et je me dis, mais c'est vrai, pourquoi je ferais pas? Et je me suis penché sur cette idée. Et là, je chevauchais un petit peu vers corps. Et c'est autre chose. Il y a une sensibilité différente, mais c'est assez magique aussi. Hein. Pour revenir à la question des femmes, j'adore les femmes. J'ai eu peint beaucoup de nus, beaucoup de nature morte. Bon, c'est vrai que ça reste toujours on le voit le peintre d'atelier, hein, et bon, tiens, vous voyez, regardez, c'est quand même quelque chose. Puis je me dis, il y a aujourd'hui, vous voyez, il y a la photo,
photo, bon, elle est presque plus vraie que vraie. Et puis il y a beaucoup de peintres qui sont meilleurs que moi pour ce genre de trucs. Alors comment on arrive à justement se distinguer des autres? Il faut rester soi-même. Il ne faut pas s'en occuper ni de la mode, ni de la... bon, comment dire, c'est vrai que c'est délicat, tout ça, c'est... moi, j'ai un peu caractère égoïste. Je fais ce que j'ai envie de le faire. Et c'est une chance. J'ai refusé, à cause de ça, beaucoup de galeries, parce que j'ai jamais voulu me faire piéger par cette espèce de demande. Une fois que vous êtes dans un système des galeries, que j'ai quand même participé avec beaucoup de galeries. J'étais chez Colette Dubois à Paris, d'une très très grande galerie, rue Saint-Honoré, mais pendant 20 ans chez elle. Et je sentais bien que chaque fois que je prépare une exposition, elle me lance un petit gentil mot à dire Dragan, oublie pas faire des Vénises, oublie pas faire quelques choses qui se commercialisent plus facile. Et ça, c'est une douleur pour moi. C'est un petit peu. J'ai peur de dire. J'ai peur de dire, parce que beaucoup d'artistes, ils sont dans ce collimateur, enfin, dans cette ambiance. Vous avez peur de vous laisser attirer et envahir par J'ai peur d'être envahi par cette demande et commande continue, constant, une commande. Ah, tu nous fais des Vénises, elles sont beaux. Après, il y a une nostalgie. J'ai encore aujourd'hui, hein, comment c'est ton nom déjà? Marie-Céline. J'ai encore beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Ah, Dragan, quand c'est que tu reviens un petit peu de nous faire des Vénises? Quand c'est que tu reviens nous faire des places, des choses, de Provence, des choses? Je ne sais pas quoi répondre. Alors, je ne veux pas non plus dénigrer tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. C'est quand même pas gentil pour ceux qui possèdent chez eux des toiles. Mais ne pas dire non plus « Ah, c'est des choses dépassées ». Vous voyez, non, j'ai dit tout simplement je continue ma route et je ne sais pas jusqu'à où elle va me ramener. J'espère, je creuse sans arrêt quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'attire, puis on verra le bout. C'est vrai, Vous rougissez quand vous dites ça, vous rougissez quand vous dites ça, ça vous procure de l'émotion quand vous parlez de boue, quand vous parlez d'avenir. c'est vrai je suis émotif parce que quand on parle de choses qui me touchent, on ne peut pas être indifférent. Ça a toujours été mon amour, peinture. Je suis tombé très jeune dedans. À 12 ans, j'avais douzaine d'années et j'ai commencé à faire des tableaux pour les marchands de glace, les cordonniers. Ah, Dragan, tu nous fais une vache qui se reflète dans l'eau, qui boit de l'eau. Alors je trouvais ça dans les archives des livres de géographie, école hollandaise. Et j'étais heureux quand on est précis. J'étais toujours heureux quand on est satisfait de apporter quelque chose de moi. J'ai toujours été heureux pour ça, là. Et même aujourd'hui, quand les gens me disent « Ah, Dragan, j'ai mis ton tableau que premier regard je le porte là-dessus, ça me fait du bien. » Vous voyez, c'est très agréable les gens qui vous achètent une peinture, qui partent avec une peinture et qui sont heureux plus tard, pas simplement au moment où on devient sa propriété dans une galerie. Vous voyez,
Ça vit une peinture, ça vit une peinture. C'est très vivant. D'autant plus lorsque vous les signez. Jusque- D'autant plus que lorsque vous les dédicacez. Est-ce que c'est encore plus vivant? C'est encore plus vivant, oui. Ah, j'ai des bonnes petites anecdotes quand monsieur, on met en valeur, on éclaire le tableau, vous voyez, puis la personne dit, Dragan, tu éteins la lumière, que je le vois encore mieux. Vous voyez, c'est beau, hein. Ça veut dire on a toujours tendance de mettre éclat, de valoriser. En fait, la personne, quand il m'a dit, ça m'a un peu surpris au départ, il m'a dit, éteins la lumière. Alors j'ai éteint, il dit, ah, je le vois bien, il m'a dit. C'est formidable, hein. C'est assez exceptionnel, hein. Et j'ai beaucoup de petites anecdotes qui me font vibrer, qui me font plaisir. Avec tout tant d'années, tu sais, 50 ans que je suis là-dedans, que je patauge avec mes pinceaux. C'est le cas de le dire, patauger dans la peinture peut-être. C'est vrai, on n'est jamais content. Le problème, c'est que on est devant une toile blanche et on est toujours nerveux. On est stressé, on ne sait pas comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va la réussir. Et puis on commence, et on se bagarre avec. Moi, je suis très violent avec mes peintures, très violent, jamais content, je suis jamais satisfait. J'ai dit toujours, je n'ai pas réussi ce que je voulais. Et encore, vous voyez, c'est ça qui est. Moi, j'appelle ça une lutte, sans arrêt. Sans arrêt, une lutte. C'est vrai qu'il y a des peintres qui sont plus rapidement satisfaits que moi. On m'avait posé une question, Dragan, quand c'est que tu as fini, quand c'est que tu estimes finir, que le tableau est fini? Je dis jamais. Comment ça? Ben, il faut me l'enlever des mains, il faut qu'on me la reprend et après je peux plus. D'ailleurs, il y a un tableau au musée et j'ai petit musée, hein, pas prétentieux, mais et j'ai demandé qu'on me le rende le tableau. J'ai demandé, il m'a dit mais on peut pas faire ça. J'ai dit non, il y a une chose qui me plaît pas dans le tableau et je le vois maintenant, je vois que ça me gêne. Je voudrais le rectifier. Il me dit non, on peut pas. Le tableau, il y a 30 ans. Vous voyez, pour ça, je dis, il n'est fini jamais. C'est les gens qui le finissent chez eux, mais pas au pinceau, mais avec le regard. Ouais. Dragan, quand vous avez commencé à peindre bon voilà, vous avez commencé à faire des dessins pour les gens de votre village ou de l'endroit où vous viviez, et peu à peu vous avez évolué, vous avez fait l'école des Beaux-Arts à Sarajevo. Comment votre style est arrivé? Comment vous avez pu trouver un style qui vous appartienne vraiment? Pour dire déjà, j'ai eu beaucoup de mal à faire l'école des Beaux-Arts parce que mon père a été un militaire, colonel de l'armée Tito. Quand je lui avais dit je vais aller aux Beaux-Arts, il a dit mais c'est quoi ça? Bon, malheureux, il n'était pas très... Oui, puis surtout à cette époque-là, c'était difficile. Et alors, j'ai fait comme beaucoup d'amis, des collègues, on a fait les Beaux-Arts. Et une petite anecdote qui est assez curieuse, c'est que j'étais de même ville, à Sarajevo, de même ville. Et quand on a diplômé, ça s'est affiché, les noms, ils ont été affichés de tous les diplômés. Et moi, je n'ai pas vu le mien, de tel stress. J'ai tellement été stressé, et il m'a dit, mais t'as vu, on est tous les deux, on a diplômé. On a tous les deux. Je suis retourné, effectivement, il y avait mon nom. Vous voyez, c'est assez incroyable. Telle peur que j'ai eue à ne pas réussir l'école. En fait, l'école, elle sert uniquement après. Je crois que la suite, elle est beaucoup plus belle parce qu'on rentre après de se rechercher personnellement, de faire participer à la communauté des artistes et de dire on y va. Et quand j'étais arrivé à Paris,
Je croyais qu'on fait tout de suite, ça y est. Moi, je dis, je suis artiste, mais non. Il faut d'abord gagner sa vie d'une manière. Je faisais porte à porte vendre des assiettes en plâtre, dessiner dans ma chambre, vous voyez, en plâtre, faire des petits dessins et accrocher avec un petit fil de fer pour mettre au mur. Et je faisais porte à porte, de café à café, vous voyez. Et c'est là que ça... cette espèce d'envie de métier. Après, j'ai descendu du côté de Lyon. J'ai travaillé dans les impressions sur l'étoffe, les foulards en soie, la couleur. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu une énorme chance d'être embauché dans une usine. On fait des foulards d'Hermès. C'était à 66, 67. Et le patron a senti que je ne suis pas un ouvrier commun. Il m'a dit, mais il faudrait que je te recycle à faire choix des couleurs. Il a senti que j'ai une sensibilité au niveau de la couleur. Et ça a été un démarrage formidable. Et lui-même, déjà, il m'a soutenu faire une exposition. C'est Marcel Gandhi à Bourgoin-Jallieu. Et c'est vrai que cet homme, il m'a donné la sécurité, assurance. J'avais 22 ans. On est soif de se montrer. Alors j'ai commencé une expo, 2 expos, 3 expos. Et j'ai eu un choc, tiens, je vais le dire. À Lyon, j'ai fait une exposition dans une galerie Édition Rencontre. C'est une édition suisse, je crois. Et j'avais fait une très belle exposition et moi j'étais fier, j'étais content, 72, donc là j'étais déjà jeune homme. Et la critique d'art, M. Deroudy, a fait une telle critique sur moi, la peinture de Dragan Dragic nous fait grincer les dents. La peau de peinture, j'étais la figure de public. Quand j'ai lu ça le matin, c'était pas possible. Je me suis écroulé. Et en fait, ça ne leur a pas plu parce que c'était assez violent. J'étais pris par amour des expressionnistes allemands, Nold, Kirchner, Maquet. J'ai un petit peu fouetté, je m'ai un peu pénétré dans le monde à eux et je le répétais sur mes tableaux. Et c'était assez violent que d'un seul coup, dans une Lyon, qui est une ville un peu bourgeoise, ils n'ont pas bien accepté. Et 10 ans après, donc ça s'est passé en 92, et en 83, j'étais élu d'une exposition au Salon d'Enclave à Varléas, et le même critique d'art est venu, on s'est trouvé à table ensemble, et je lui avais demandé, Monsieur Deroudy, vous vous souvenez ce que vous avez écrit sur moi à Lyon? Alors il y a eu un petit peu de silence et il a dit « Ah, Monsieur Dragic, c'est pour vous donner un coup de fouet. » C'est très élégant, mais douloureux. Pour moi, à l'époque, c'était très douloureux. C'est vrai que j'ai pardonné. C'est un grand critique d'art d'érudit à Lyon, mais quand même, ça fait quelque chose. Et ça vous a donné un coup de fouet? Oh, si on veut, on a toujours coup de fouet. Vous savez, à chaque exposition, j'ai un stress, c'est comme rentrer sur une scène. Je veux tellement, on veut tellement être fort. Je veux dire peut-être une bêtise. J'aime pas le moyen. J'aime pas le gentillet, moyen, médiocre. Et je préfère être pas bon ou très bon, ou pas bon ou très bon. Comment êtes-vous arrivé en France et pourquoi? Alors, l'occasion retour, quand j'ai diplômé, on était 3 copains et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va en Amérique, soif de l'argent, on va en Angleterre, vous savez, l'expatrié, gagner. Et moi j'ai dit, la France, c'est pays d'artistes. Ce qui m'a vraiment attiré, parce que la France
elle offrait en fait, parce que si on regarde bien, les Russes, ils se sont fait connaître en France, Kremenki, Pogny, etc., Polyakov. Les Américains aussi, même les Anglais comme Francis Bacon, on n'a pas accepté en Angleterre, mais quand il est venu en France, on a accepté. Je crois que la France, elle a une tradition qu'on est en train d'un tout petit peu moi, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais je veux dire qu'on est en train de négliger. Je pense que c'est un pays exceptionnel au niveau d'artistes. Et mon choix, vraiment, je ne pas regretter. Je n'ai pas regretté une seconde. D'ailleurs, mes copains, ils ont moins bien réussi que moi. Et la France m'a donné, c'est vrai, vraiment de m'exprimer comme j'ai envie et de vivre. Je vis de peinture depuis, c'est une chance aussi, il ne faut pas négliger, c'est vrai. Mais, et d'ailleurs, on dit peintre français, parce que c'est vrai que quand je regardais un catalogue ou un truc comme ça, ou dans une vente, il disait, tiens, Dragan Dragic, peintre français. Et pourtant, vous avez gardé votre accent, qui vous va bien d'ailleurs. Il me poursuit, hein. D'ailleurs, il me poursuit assez au téléphone. Quand je réponds au téléphone, je n'ai même pas des fois, on me dit, ah, Dragan. Je dois avoir vraiment un fort accent qui ne disparaît pas là. Je suis parrain de... Alors j'ai un petit mot. Je suis parrain de musées en Yougoslavie, dans ma ville natale. Je te montrerai tout à l'heure. Je suis parrain. Et on dit nul n'est prophète dans ce pays. C'est drôle. Ils ont mis 40 ans pour me mettre parrain. Ils ont attendu que je fasse les épreuves ailleurs. Et après, ils ont dit... Ah bah finalement c'est vrai, Dragan, on pourrait, ils ont fait une espèce d'élection, on peut le mettre parrain de musée, ils sont fiers et j'ai fait une donation d'étoiles dans laquelle je suis assez content qu'ils sont visités pour les enfants, pas les enfants, l'école, etc. Ah ben voilà, vous savez, chez vous, nul n'est prophète, mais bon, tout vient après, hein, un jour ou l'autre ça vient quand même. Quelles sont les rencontres qui vous ont marqué dans votre vie? Ah, c'est vrai, ça c'est une jolie question que j'aime bien répondre. La plus belle rencontre, c'était avec grand collectionneur Pierre Lévy, donation du musée de Troyes, ami d'André Dorin, Matisse. Et il est venu chez Colette Dubois à Paris, il a acheté des tableaux de moi et il a demandé à la galeriste que il a laissé un petit mot, dites à cet artiste qui vient me rendre visite à Troyes. C'était, je crois que c'était dans les bonnetteries, la soie, enfin de tissus à Troyes, patron de Lacoste ou quelque chose comme ça, mais Pierre Lévy, grand collectionneur. Et un jour, chez lui, il m'a acheté des tableaux, il me reçoit plusieurs fois, quelques années, il m'écrivait des petits mots, des lettres, etc. On a eu une correspondance très belle. Et un jour, j'étais chez lui, au milieu de la pièce, dans son salon, et il m'a dit, ah, Dragan, tu as une bonne tête, tu as une bonne peinture. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors, très difficile de répondre dans des cas comme ça, dire faites-moi une exposition, etc. Ça fait mesquin. J'ai dit, vous savez, Monsieur Lévy, boire la tisane de même tasse que Matisse, grand honneur. Et juste à demi-heure avant, il me parlait comment Matisse venait chez lui boire la tisane et André Dorin. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'énorme. Deuxième rencontre, c'était avec un artiste suisse, 1900, Roman Chabold, qui a école de Dresden. C'était un monsieur qui est venu dans une exposition à Berne, en Suisse, où j'ai exposé, et il m'a invité chez lui, et j'ai eu une énorme surprise. Il m'a invité, je ne savais pas que c'était un peintre.
Et ça, c'est extraordinaire. Et je suis rentré dans un atelier, vraiment, vraiment quelque chose. Et puis une troisième rencontre, c'est un Espagnol, Balbino Giner, ami de Picasso. En 1974, je me suis trouvé à Collioure, un peu dans une groupe des artistes. J'ai exposé à Salaragon avec des artistes catalans. Et il est venu me voir, pareil, m'a invité à la maison. Je mangeais à la maison, il a pris une guitare et il jouait un morceau espagnol. Alors moi j'ai dit, c'est pas un peintre, je savais pas, je croyais que c'était un musicien, vous voyez. Il disait, en plus il disait, la guitare était faite pour moi, exprès, etc., etc. Alors j'ai tout classé sous la... Et puis en sortant, je jouais aux boules sur la place. Comme je ne le connaissais pas, il m'a invité et je n'ai pas trop demandé qui c'est quoi c'est. Et je demande à un ami à moi, je dis, tu connais ce monsieur moustachu? Il m'a dit, mais comment tu vas au musée, tu verras toutes ses œuvres. Il était au musée de Collioure. Et après, j'ai essayé de m'approcher plus en plus de lui, parce que, en fait, c'est très délicat, parce que j'ai pas bien saisi cette relation. Et après, on s'est plus quitté. Il venait passer moi, j'avais j'avais un Volkswagen aménagé à Collioure à cette époque-là, et il passait, me frappait à la fenêtre et dit, tiens, Dragan, viens, on va pêcher les sardines. C'était joli. Et donc, on a eu relation peinture comme ça. Voilà, c'est trois personnes que je ne toujours dans le cœur. Et est-ce que, à contrario, Dragan, est-ce que vous avez eu un côté Pygmalion avec d'autres personnes que vous avez pu rencontrer et pouvoir comment dirais-je, leur apporter ce que vous avez reçu de ces trois personnes? Je suis toujours volontaire, ceux qui veulent vous écouter, bien sûr, sans imposer, ni faire du professorat. Je suis toujours sensible quand je vois un jeune artiste, et si je sens qu'il a des moyens et que lui-même il ne découvre pas, il doute, j'essaye de le chouchouter, de lui donner l'aide de ma part, combien je peux, bien sûr. Et je continue ça tout le temps. J'ai beaucoup de jeunes garçons que je soutiens et que je pousse devant moi. D'ailleurs, il y en a un en ce moment, il expose à Collioure. J'étais très ami avec son grand-père à Collioure, Michel Discossi, qui était professeur des beaux-arts à Montpellier. Son petit-fils, il fait de la peinture, très bonne d'ailleurs, Julien Discossi, et tous les 3 mois, il vient me voir et on discute, on échange, sans jouer professeur. J'essaye d'apporter quelque chose, ce que je peux. Et c'est assez délicat se te dire professeur ou éducateur, etc. Parce que les peintres, ils ont un petit, comment on dit, ils ont un petit orgueil. Ils n'aiment pas qu'on les bouscule, ils ont une espèce D'ego? d'ego, oui, d'ego, bon, c'est naturel, et puis il faut pardonner, hein, vous savez, c'est comme dans beaucoup de choses, dans le cinéma, dans la peinture ou dans le sport, dans tout, il y a toujours cet ego bon, une fois que cet ego il est vaincu, c'est très intéressant. Il faut essayer bon, sans vouloir jouer fausse modestie, hein, il faut pas être réaliste, il faut dire des choses, c'est vrai, mais bon, c'est très agréable. Les personnes que je parlais là tout à l'heure, de Chabol, de Roman Chabol, c'était un monsieur qui est exceptionnel. Et vous savez, quand j'étais dans son atelier, on a eu une différence, je crois, 40 ans entre nous, et maturité énorme en face de vous, c'est quelque chose ça se sent sans parler. Vous voyez, il y a presque plus besoin des paroles. Il y a une ambiance qui est tellement forte dans un atelier, et tellement qu'on se trouve petit. Ce sont les énergies qui parlent. Ce sont des énergies, mais positives, positives qui parlent, c'est vrai. Non, c'est un très beau métier. L'artiste, c'est un très beau métier.
quelque part douloureux, parce que nous sommes un peu à la fleur, comment on dit, à fleur de peau. J'ai bien dit. Non, c'est vrai que c'est un métier magnifique quand on passe de dire métier. Hein. Alors, cette différence entre hobby, métier, thérapie, bon, il y a plein de mots, hein, on peut des mots, mais moi, j'ai pas trop joué avec ça. J'ai toujours cru à mon expression, j'ai toujours cru, j'ai toujours resté fidèle dans les hauts débats, parce qu'il y a beaucoup, parce que ce qui est assez curieux, c'est qu'on montre toujours les hauts, mais il y a des bas. Moi, je me suis pas avec mon épouse Sylvie, qui est magnifique, qui est exceptionnelle, mais c'est vrai, là aussi, je voudrais bien dire, on réussit grâce à soutien dans son foyer, énorme soutien. Et quand on a difficulté, de la vie, vous savez, existence, etc., et vous avez un soutien, c'est quand même quelque chose d'agréable. Hein. Et moi, j'ai eu ça, ma femme était... j'ai 2 enfants avec, on a passé des hauts, des bas, et c'est bien, on est euphorique quand il y a des hauts, mais quand il y a des bas, ben on est là, et puis voilà, c'est bien. Mais c'est vrai que chez des peintres, on n'a pas de mensualité, on n'est pas régulier, on n'a pas de la vie régulière, vous voyez, on n'attend pas la fin du mois, là. Nous c'est toujours la escalade. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On jongle avec, hein, c'est assez... Mais c'est amusant, hein, des fois c'est dangereux, mais c'est bien. Dragan Radjic, merci beaucoup pour cette rencontre. Ah bah, si j'avais pu répondre, de toute façon, je parlais du cœur, hein. Alors bon, maintenant on prend comme on peut. C'était le but de cette rencontre, parler avec notre cœur. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci.